Hello, you're watching Africa This Week, and today we will be taking a look at game-changing moments on the African continent: presidential elections in Botswana, presidential elections in Mauritius Island, presidential elections in the United States of America, focusing on how it's gonna affect the African continent. Cameroon's President Paul Biya accumulates 42 years as President of the Republic on the 6th of November. Orano suspends mining operations in Niger, and a lot more. Let's dive right in. Botswana's voters on Friday, the 1st of November, delivered a shocking defeat to the party that has ruled them since independence, the Botswana Democratic Party, BDP. They handed the presidential election victory to opposition candidate Duma Boko. Citizens say they are registering their anger over economic stagnation linked to a decline in the diamond trade. Outgoing President Masisi on Friday accepted the defeat shockingly and promised to ensure a peaceful transition. Watch this. The evidence is overwhelming. We've lost this election massively, right? And we need to come to terms with it and make space and give opportunity to the newly elected leaders and respect them and support them so that they can succeed, because it's Botswana's success that's most important. It's an internal party matter. 2, we have a Central Committee meeting tomorrow. 3, depending on the decision of the Central Committee, we will dialogue with my own ground. It's really a BDP matter, right? But as for me, I think I was quite quick to say I wasn't interested. I would not be seeking re-election. Very teary moments there for the BDP president, conceding a landslide victory after 58 years, for the first time actually in 58 years, to better grasp this shocking and rather historic situation. Blandine Jinka is here. Blandine Jinka, tell us, what do you make of the presidential election in Botswana? Thank you, Joe. We all know that Botswana recently just finished their presidential election this 1st of November, and it was a historic moment. I tell you, the leading party, the leading political party that has been ruling this country for almost 6 decades, that's 58 years, was finally put down, and they were taken over by the leader of the UDC coalition, Duma Boko, beg your pardon. And this happened. The good thing I will tell you is President Masisi was ready to step down peacefully. So for now, our ears are still on the ground to get, what's going to happen, because it's a new era in Botswana. The people are excited. The people are looking forward to what he's going to bring as far as the politics is concerned in Botswana. Blandine, still on presidential elections, Blandine, Mauritius Island is counting down to their presidential elections scheduled for the 10th of November. However, there is a situation. On the 1st of November, Mauritius Communications Regulator ordered all internet service providers to suspend access to social media services until Friday, the 11th of November. That is 1 day after the election. The opposition, Blandine, is arguing that this is a move to avoid defeat during the elections. What is the actual situation on the island? Now, they're looking forward to their own elections that's coming November the 10th. And prior to this activities, this island nation actually has faced a wiretapping scandal involving 20 conversations from politicians, from police officers, from journalists that was leaked online. And because of that, the communications regulator decided to suspend internet connection until the 11th of November, that is after the elections. Like you rightly said, the opposition is thinking that it's a plan or a ruse from the party, to stay in power. But the Prime Minister says it is a good move to protect the voters and their votes as well. Thank you very much for clarifying that situation, Blandine. It's always a pleasure having you on set. Thank you for having me. All right, ladies and gentlemen, still coming up are presidential elections in the United States of America. Don't go nowhere.
Americans are headed to the polls to vote for their president in a crucial general election this year with quite a tight margin. Looking at how this year's contest is, there might be impossible to project a winner for several hours, days, or even weeks. Democrat Kamala Harris, the current vice president, Republican Donald Trump, the former president, have been running neck and neck for weeks. The result of this election, regardless of who wins, is generally or is greatly going to affect the fate of Africans who have been expressing how they feel as to who might win the elections. Take a look. Pour moi, le meilleur président américain, c'est Donald Trump. Premièrement, pendant son mandat, il n'a pas fait de guerre. Deuxièmement, il lutte pour les États-Unis d'Afrique et même les États-Unis du monde. Parce qu'il intervient un peu partout dans le monde. Comme le conflit qu'il y avait entre Israël et la Palestine, Donald Trump a intervenu tout en reconnaissant que la capitale d'Israël, c'est Jérusalem. Donald Trump, pour moi, qui veut faire arrêter la guerre en Ukraine avec l'Europe et la Russie, qu'il faut taire les égos et que le sang ne doit plus couler. C'est pourquoi moi, Donald Trump par rapport à Kamala Harris, parce que Kamala Harris avec les Biden, c'est les gens qui sont toujours en train d'encourager la guerre dans tout le monde entier. Dans un premier temps, nous on voudrait que, au moins qu'il y ait la paix dans le monde. Donc moi je préfère Donald Trump. Un démocrate que je suis, mon frère disait tantôt que lui préfère Donald Trump. Moi ce n'est pas ça. Parce qu'en principe, je n'aime pas le racisme. Vous savez, il y a des immigrés autant de fois là-bas aux États-Unis. Il ne faudrait pas qu'ils rentrent. Il y a des Haïtiens qui se plaignent que si Donald Trump vraiment prend le pouvoir, c'est la rentrée pour tous les immigrés. Les Mexicains aussi en souffrent. Donc, moi j'ai pris Donald Trump de mon côté comme un homme d'affaires. Et comme c'est un capitaliste, il va vraiment faire mal pour tout ce monde-là. En principe, c'est seulement que les enjeux ne sont pas définis pour les démocrates. Parce que la vice-présidente qui a pris l'affaire en jeu n'a pas bien mené la campagne. Voilà autant de choses qui peut refroidir les démocrates en ce moment. Parce qu'il y a même certains démocrates qui veulent voter les Donald Trump. Je préfère la démocrate Follow-G. Parce que camarades. Who is going to be the better candidate that is going to favor the fate of Africans, Harris or Trump? Well, our ears are on the ground. We'll be right back. And now in the Republic of Cameroon, November 6, 1982 to November 6, 2024, 42 years since Cameroon's president, His Excellency Paul Biya, ascended to supreme magistracy. Paul Biya took the reins of Cameroon on November 6, 1982, following the resignation of the country's first president, Amadou Ahidjo, on the 4th of November. Since then, Paul Biya has won all elections in his country since the introduction of the multi-partyism in the 1990s. CPDM militants say this is a clear indication that the president is loved by a majority of Cameroonians. Well, Peter God Lakuji is here to better analyze this situation. Peter God, please tell us what accounts for Paul Biya's constant victory in elections since the 1990s? Il faut dire, Joy, que le président de la République du Cameroun, Paul Biya, est sollicité ou alors est plébiscité à chaque fois par son peuple. Cela se démontre par les résultats des élections présidentielles. Vous savez, même si en 1984 et en 1988, il a été élu sans opposition et qu'en 1992, c'est avec un peu d'écart qu'il a remporté l'élection présidentielle. Joy, vous allez remarquer qu'en 1997, en 2004, en 2011 et en 2018, le président Paul Biya a remporté la présidentielle camerounaise avec une large victoire sur ses concurrents. Qu'on le veuille ou pas, Joy, cela démontre à suffisance tout l'amour que les Camerounais ont envers leur président. Et cet amour, il exprime justement à travers leur vote. Well, talking about the love Cameroonians have of their president, Peter God, Paul Biya's 42nd anniversary in power comes in a context that has been marked by several rumors of his death. We know with the upcoming 2025 elections, this is a critical issue, don't you think, Peter God Lakuji?
Joy, il faut vous rappeler déjà qu'en 2022, le président de la République du Cameroun, lorsque le président Emmanuel Macron était en visite officielle dans ce pays, une journaliste avait posé justement au président Paul Biya s'il devait être candidat à la présidentielle en 2025. Et le président camerounais a soumis cette journaliste-là à un exercice mathématique en faisant la soustraction 7 moins 3. Et la réponse devait donner le nombre d'années qu'il a encore à passer au pouvoir. Et c'est à l'issue, justement, Joy, de ces années-là, qu'on saura si le président Paul Biya se présentera à nouveau ou alors s'il rentrera au village, pour reprendre les mots du chef d'État. Mais nous sommes en 2024, Joy. Il reste un an, justement, au président Paul Biya dans son mandat. Eh bien, attendons de voir s'il est sollicité par son parti, le RDPC, pour être à nouveau président. Il se présentera, mais s'il n'est pas sollicité, il ne se présentera pas. Toutefois, si vous demandez mon avis personnel, Joy, je vous dirais bien sûr que le président Paul Biya, d'après ce qu'on a vu à son arrivée récemment à Yaoundé, la forme physique, la solidité, je pense que l'homme du 6 novembre a encore beaucoup, mais alors beaucoup apporté au peuple camerounais. I think CPDM militants share your opinion, Peter Gola-Kuji. They have been calling the President of the Republic of Cameroon to present himself again in the upcoming 2025 elections. I'm referring particularly to a recent outing by the country's Minister of Higher Education, Jacques Famindongo, in the south region of Cameroon, saying that the CPDM militants are calling on President Paul Biya to stand as candidate in the upcoming elections. Well, will he stand? We are just going to wait and see. Thank you, Peter Go, for being with us. You're welcome, Joy. Well, up next, we talk regional peace and security in Africa. Stay tuned. And now let's take you to Uganda. Commitment to regional peace and security. At the invitation of Ugandan President, His Excellency Yoweri Kugata Museveni, the President of the Democratic Republic of Congo, His Excellency Felix Tshisekedi, paid a working visit to the Republic of Uganda on the 30th of October 2024. The details of this visit are contained in this report compiled for us by our correspondent in the DRC, Yves Maele. Je vous remercie également pour les discussions que nous avons eues ce jour. For the good discussions we have held today. Des discussions très enrichissantes et très prometteuses. Very useful discussions that promise a lot. Qui ont tourné essentiellement autour du processus de paix, cette paix que nous voulons pour notre turn around the issue of peace, peace which we all like to have. Cette paix que nous voulons pour notre région. Je repars avec l'espoir que ce que nous nous sommes dit va se concrétiser et je compte sur vous, sur votre sagesse pour que tout ce que nous nous sommes dit that what we have said, what we have talked amongst ourselves shall be done. The 3 points. Les 3 points principaux sont: number 1, the bilateral security issues between Uganda and DRC. Premièrement, les questions de la sécurité bilatérale entre l'Ouganda et le RDC. Secondly, deuxièmement, security of the region. La sécurité de la région. Thirdly, troisièmement, the issue of petroleum in Lake Albert. La question du pétrole dans le lac Albert. And then 4, quatrièmement, the infrastructure. L'infrastructure. Especially the Kasindi. Surtout Kasindi, Beni. La route de Kasindi, Beni. Tembo Road. La route de Kasindi, Tembo. And eventually, at some stage, the Bunagana, Ruchuru, Goma Road. Et pourquoi pas, plus tard, Bunagana, Ruchuru, cette route aussi.
Thank you for that beautiful compilation there, Eve Mayele. Also note, ladies and gentlemen, that the two heads of state emphasized the importance of strengthening existing economic and commercial ties between Uganda and the Democratic Republic of Congo. You're watching Africa This Week on Global LTV. And now we are taking you all the way to Senegal. Campaigns have intensified ahead of the forthcoming legislative elections to hold on the 17th of November. Clearly, the stakes are high for both the ruling party and the opposition, who seem to be kind of divided into different coalitions. And now we'll be speaking to Colembe Katal in just a moment. But first, let's take a look at the electoral process in Senegal when it comes to legislative elections. Campaigns have kicked off ahead of Senegal's legislative elections on November 17, a process that will be closely observed for its adherence to democratic principles. The electoral framework for this vote involves two main methods to fill the 165 seats in the National Assembly. Of these seats, 112 are selected from Senegal's 46 departments using the first-past-the-post or party block vote system. In addition, 15 seats are reserved for Senegalese citizens living abroad. The remaining 53 seats are allocated through proportional representation determined by a nationwide vote. This method uses a combination of a simple quotient and the largest remainder system to assign seats to each party. Senegalese voters will cast ballots at polling stations across the country, with election officials tasked with ensuring a transparent process. Ballots will be counted publicly at each polling station, with results published no later than Tuesday, November 19, 2 days after the election. The CNRV will communicate the provisional results of the legislative elections by Friday, the 22nd of November. Following the vote, the elected representatives will convene to form the new National Assembly, shaping the legislative future of Senegal until the next general election. As earlier announced, ladies and gentlemen, Colembe Katal is here. So tell us, Colembe Katal, what are the stakes of this election for PASTEF, the ruling party? Alors, Joy, 165, c'est le nombre de sièges que compte l'Assemblée nationale sénégalaise. Le PASTEF ne vise pas seulement la majorité, mais à occuper les 3/5 des sièges de cet hémicycle. En soi, c'est un challenge. Il convient aussi de relever qu'ils veulent affirmer leur suprématie politiquement parlant au Sénégal après leur victoire, leur brillante victoire. Il y a 7 points à la présidentielle, n'est-ce pas, d'il y a quelques mois plus tôt. Alors, dans un contexte où l'opposition subit les invectives de l'opposition qui estime qu'ils n'arrivent pas à combler ou alors à suivre, à implémenter leur programme, il incombe au PASTEF de garder dans les rangs, n'est-ce pas, les militants qui, dans un contexte conjoncturel, quand même, pourraient faire défection. Mais devant qui, Joy? Devant quand même une liste de 50 candidats et aussi une coalition qu'on appelle le Takualu, conduite quand même par le président, l'ancien président Macky Sall. Il n'a pas attendu longtemps pour revenir. On sait combien est-ce qu'il maîtrise les arcanes de la politique sénégalaise. On peut donc dire que ceux-ci n'ont pas dormi sur leur laurier. Vraiment, ils ont du pain sur la planche. Well, Colin, we have the ruling party on the one hand, and on the other hand, we have the opposition, who on their own part are facing challenges. The coalitions are gradually being divided right now. What are some of the other challenges of the opposition parties? Justement, Joy, c'est ce qui devrait être leur force, qui pourrait être leur faiblesse. Et puis, c'est la maladie de l'opposition africaine, notamment de l'Afrique subsaharienne, où plusieurs années avant une échéance, on avance en bloc soudé lorsqu'on estime que, lorsqu'on dénonce la malgouvernance du parti au pouvoir. Mais lorsqu'on commence à franchir les dernières semaines, on commence à aller en rang dispersé, le problème tenant du leadership. Et c'est une logique qui se vérifie même au Sénégal, puisqu'ici on est en train de relever certaines défections. Malheureusement, c'est une erreur que ces derniers ne devraient pas commettre, parce que devant eux, ils ont des fins stratèges quand même que sont Sonko Ousmane et puis
le président Diomaye Faye. Well, Colin, the 17th of November is just a few days ahead. Who is eventually going to win? Campaigns have intensified, and we'll keep our ears on the ground to know who will win these legislative elections, who have the highest number of seats over there in Senegal. Thank you so much for being on set, Colin Bekata. Au plaisir, Joy. Ladies and gentlemen, when we come back, we go to Niger. Stay tuned. And now, dear televiewers, let's go to Niger, where the Orano Group has announced that they are going to suspend mining operations in the country at its Somer uranium mine due to worsening financial difficulties and inability to export production. This suspends over 50 years of operation by Orano in Niger. Orano also added that financial difficulties in Niger mining company Somer have continued to grow. The announcements were made in July, forcing its closure at the end of October. Well, Jean-Marc Bikok, our correspondent in Niger, is now joining us to better expatiate this issue involving Orano in Niger. Quickly tell us, Jean-Marc, what exactly is going on in Niger? Bonjour, bonjour Joy et bonjour à tous les téléspectateurs de Global LTV. La situation de l'exploitation de l'uranium est en stand-by en ce moment parce que Orano a suspendu ses activités déjà depuis 2023 lors du coup d'État du 26 juillet. La frontière entre le Niger et le Bénin est fermée à ce jour, alors ce qui a eu un impact sur l'exportation de l'uranium. Et puis Orano avait annoncé reprendre ses activités en février 2024. Les activités ont repris, sauf que il y a un souci au niveau de l'exportation parce que le CNSP a posé ses conditions, voilà, et Orano devrait désormais respecter cela. Orano refuse, a voulu donc a demandé au CNSP d'ouvrir la frontière juste pour l'exportation, et le CNSP a dit non, si on ouvre la frontière c'est pour tout le monde, mais la frontière reste toujours fermée parce qu'au niveau de la frontière du Bénin, il y a des bases militaires françaises qui sont stationnées là-bas et les autorités du Niger ne sont pas convaincues que ce sont des bases qui sont là pour protéger les Béninois, mais qui seraient là pour attaquer le pays. Alors, Orano voudrait donc exporter le pétrole sur des bases que la structure elle-même définit. Le CNSP dit que c'est le pays qui détermine les règles du jeu. Ce n'est pas à vous de nous dire à combien vous allez vendre nos matières premières, mais c'est à nous de vous dire comment ça se passe. Voilà donc la situation. Orano a suspendu ses activités de manière unilatérale et puis nous attendons toujours la suite de cette affaire qui certainement va tourner en faveur du Niger. Jean-Marc, we know that the Imuraren mine is one of the largest uranium deposits in the world. So with this situation now, who is going to exploit it? Oui, justement, l'Imuraren est l'un des plus grands gisements d'uranium au monde. Voilà, c'est au nord du Niger. L'Imuraren produit 200 000 tonnes, voilà, dispose de 200 000 tonnes de réserves d'uranium. Et puis, l'uranium était toujours exploité par les Français, sauf que le CNSP a donc nationalisé ce gisement d'uranium qui appartient désormais au Niger et qui est en train de trouver voilà, des stratagèmes pour pouvoir mieux exploiter cet uranium. Donc très bientôt, il y aura des experts autour de cela pour pouvoir exploiter cet uranium au profit des Nigériens. Ce qu'il faut déjà retenir est que Orano est au Niger depuis 53 ans aujourd'hui et produit beaucoup. Voilà. Donc si le CNSP a décidé de nationaliser cette structure, voilà, Imuraren, c'est pour le bien des Nigériens, c'est pour le bien de tous ceux qui aiment le Niger. Well, Jean-Marc, tell us, what do Nigerians make of the decisions of the National Council for the Safeguard of the Homeland?
La gestion du CNSP, Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, est très parfaite aujourd'hui parce que les militaires au pouvoir, ils travaillent très bien. Le CNSP travaille très bien, fait de très grandes choses pour le pays. Il y a eu beaucoup d'améliorations, la réduction du prix du carburant qui est passé de plus de 600 à 499 francs. Il y a eu la réduction des soins médicaux qui désormais coûtent sont évalués à 50% de réduction dans les centres hospitaliers. Il y a eu la réduction de la tonne de ciment qui coûtait 85 000, qui coûte désormais 55 000 francs CFA. Et il y a beaucoup d'autres améliorations au sein du CNSP, la naturalisation de l'Imourarène qui désormais appartient au Niger. Et très bientôt, le Niger pourra lui-même gérer toutes ces matières premières. Merci à vous et merci à tous les téléspectateurs de Global LTV. That is quite intense, Jean-Marc. So you gathered some more reactions from Nigerians regarding this issue involving Orano in Niger. Let's hear them. C'est une très mauvaise décision de Orano parce que Orano ne peut pas se permettre de prendre cette décision de manière unilatérale. Étant donné que Orano n'est pas le seul actionnaire et de la seule compagnie restante au Niger, à savoir la Somaï, est chargée de l'extraction du minerai d'uranium. Orano devrait prendre cette décision-là en concertation avec ses co-actionnaires, ne serait-ce que la Sopamine, donc l'État du Niger. Ce qui veut dire que Orano a foulé du pied les dispositions des statuts de cette société. Vraiment, Orano ne devrait pas se permettre de prendre une telle décision de manière unilatérale. Et aujourd'hui, si l'État du Niger, à travers la Sopamine, poursuit Orano en justice, mais ça sera vraiment très lourd de conséquences pour Orano. Ça rentre vraiment de la lutte pour la souveraineté. Ne plus permettre à ces impérialistes de venir dans nos pays et faire ce qu'ils veulent. Venir quand ils veulent, repartir quand ils veulent, ce n'est pas du tout cela. Si nous avons signé des accords avec vous, il faut que de part et d'autre, vous respectez ces accords-là. Et il ne faut pas perdre de vue que l'accord finit cette année, en décembre prochain, plaise à Dieu. D'où maintenant, il faut renouveler les nouvelles dispositions, des nouveaux points de l'accord d'exploitation de ce minerai d'uranium. Mais il faut que le Niger aussi profite pour pouvoir mettre certaines choses en exergue, notamment, c'est-à-dire que revaloriser sa part à l'intérieur de son propre uranium, pour que l'uranium vraiment puisse servir vraiment au peuple du Niger. C'est pour cela que nous disons que vraiment cette décision de Orano est prise de manière unilatérale, elle n'est pas bonne et que l'État du Niger, à travers la Sopamine, doit poursuivre Orano en justice. Ouais, ce qui se passe, c'est le même problème d'expression de la souveraineté. Vous savez, le groupe Orano avait comme l'habitude de venir au Niger prendre l'uranium comme ils veulent, au prix qu'ils veulent et exiger qu'on le vende à qui eux ils veulent. Donc maintenant, les choses ont changé. Les choses ont changé. Le CNSP tient à exprimer la souveraineté du pays. Orano n'obtient plus ce qu'ils veulent. Ils ont d'abord voulu... c'est eux qui ont cherché à... En fait, c'est eux qui ont créé le problème. Ils veulent imposer leurs lois comme d'habitude. Le CNSP a dit non. Et moi, je suis entièrement d'accord à 200% avec le CNSP. C'est vraiment l'expression de notre souveraineté. Maintenant, on a produit et stocké de l'uranium. Et ils veulent que ce uranium-là ne soit vendu qu'à eux. Et qu'eux, ils viennent prendre ça quand ils veulent, comme ils veulent. Ça ne tient pas. Maintenant, bon, comme ils ont vu qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent fermer. Mais c'est tant mieux. S'ils ferment, nous allons continuer nos travaux avec d'autres partenaires. Parce qu'en fait, c'est le problème qui se pose. Le problème, c'est qu'ils veulent que tout ce qui est produit ne soit vendu qu'à eux, à leur prix, et qu'on n'ait aucun autre partenaire qu'eux. Et là, je ne pense pas que ça puisse marcher avec le CNSP, parce que
les menaces qu'ils veulent proférer au CNSP ne tiennent pas debout. C'est pour ça que j'invite vraiment la population, tout le peuple nigérien, à faire bloc derrière le CNSP, parce qu'il y va de notre souveraineté, il y va de l'avenir de notre pays et de nos enfants. It is clear without doubt that the new government of Niger is more than ready to safeguard their natural resources. Ladies and gentlemen, this is Africa This Week. We'll be right back. The Republic of Cameroon is gearing up for a nationwide population census. The announcement was made by President Paul Biya, and according to the presidency, this census will provide the country with much needed data essential for policy making and resource distribution across regions. Cameroon has conducted several censuses. The first was in 1976 and then 1987, and the last being some 18 years ago in 2005. And according to the 2005 statistics, Cameroon's population was at about 27 million inhabitants with 61.9% birth rate. In 2023, Cameroon's population was estimated by the United Nations to be 28.4 million. It is clear that with this announced census, we will better know the exact number of men and women living in the Republic of Cameroon. However, how do Cameroonians perceive the delayed national census? Let's watch. Vous savez, le Cameroun accuse de retard sur tous les fronts. Réellement dit, c'est des recensements qui se passaient chaque année. Bon, depuis 2015, à ce que je sache, ce domaine-là a été égaré. Et du coup, s'il y a surpopulation au Cameroun, on ne peut pas se rendre compte. Et réellement, il le faut. Ça a sa place. On estime la population camerounaise à 25-30 millions. Mais nul ne peut certifier vraiment que c'est les 20. Que nous sommes à 25 ou 30 millions. On peut être même à 40 millions d'habitants aujourd'hui au Cameroun. Le président a fait une bonne initiative, mais en réalité, ce n'est pas le président qui devait faire ces recensements. Depuis un certain temps, on ne ressent plus l'état au niveau du recensement de la population. Nous doutons si nous sommes 25 millions ou nous sommes 30 millions ou 35 millions. Mais en ce qui me concerne, je sais que les Camerounais sont déjà plus de 30 millions d'habitants. Et vous voyez que ça joue beaucoup même sur le recensement au niveau du nombre de Camerounais qui peuvent voter. Étant donné que les jeunes voyagent pour aller à l'étranger, il y en a qui voyagent pour venir, tandis que d'autres sortent. Et bon, si on va aussi inclure les décès, parce que il y en a qui meurent tous les jours dans les hôpitaux et en fonction d'autres circonstances que nous tous nous connaissons. C'est une très bonne initiative de ma part parce que ça permet de connaître le nombre de personnes qui habitent au Cameroun. Le recensement en 2025, c'est une très bonne chose. Mais comment on va faire pour nous recenser nous tous? Parce que ici chez nous maintenant, il y a plein d'étrangers qui ont les cartes d'identité camerounaises. Comment on va donc faire pour les recenser? La question aussi moi que je me pose. Sinon c'est une bonne chose. Mais les étrangers ont plus de cartes d'identité, c'est-à-dire que nous-mêmes les propriétaires, nous-mêmes les Camerounais. C'est pour cela. C'est une bonne chose, mais on va faire comment? Well, the upcoming census, we know it's scheduled for 2025, but the official dates are yet to be communicated. Up next, we talk sports. On our sports page, ladies and gentlemen, we are taking you to Burkina Faso, where one of Africa's most iconic cycling events, known as the Tour du Faso, which began on the 25th of October, is making headlines for a different reason this year. The International Cycling Union, UCI, has removed the race from its official calendar following the organizers' decision to include a Russian team in the lineup. Well, we have Dabone Sarah, our correspondent, all the way from Ouagadougou to tell us more about this tournament. Dabone Sarah, what exactly is Tour du Faso? Salut Joy, le Tour du Faso est une compétition annuelle de cyclisme qui se déroule évidemment au Burkina Faso
Créée en 1987, cette compétition attire des coureurs de divers pays africains et même d'autres continents. Les cyclistes traversent plusieurs villes et régions du pays. C'est un événement majeur dans le calendrier sportif burkinabé, suscitant un grand intérêt du public et des médias. So, Sarah, why did the UCI strip Burkina Faso or strip Tour du Faso of its international status? Effectivement, Joy, pendant que la compétition se déroule au Burkina Faso, l'UCI a annoncé le 25 octobre dernier le retrait du Tour du Faso de leur calendrier et ce retrait est dû à la participation d'une équipe russe à la compétition. Rappelons que les équipes sportives russes ont été bannies de toutes les compétitions sportives dans le monde à cause de la guerre en Ukraine. Donc, parce que l'équipe CSKA de Moscou a participé au Tour du Faso, l'UCI a suspendu le Tour du Faso. Well, this is very important, Sarah. How did the Burkinabe officials react to this withdrawal? Alors, il n'y a pas eu encore de réaction officielle de la part des autorités sportives. Cependant, le ministre d'État, Bassolma Bazié, lors de la 3e étape du Tour, a réagi en disant que le Burkina Faso est un État souverain. Par conséquent, il fait ses choix de façon souveraine. Il a également ajouté que la politique ne devrait pas s'inviter dans le sport. Du reste, le Tour du Faso se poursuit bien et les cyclistes russes se font remarquer en remportant déjà des étapes. Well, thank you very much, Sarah, for being with us. Even though there has been no official reaction from Burkinabe officials, we should know, ladies and gentlemen, that the Burkinabe government is strongly defending the inclusion of the Russian team. As they say, it is called Tour du Faso for a reason, and they are maintaining their sovereignty regarding this competition. Any news in the days ahead definitely will keep you updated. And that brings us to the end of this edition of Africa This Week. Thank you to all our correspondents, Dabone Sarah from Burkina Faso, Jean-Marc Bikok from Niamey, Niger, Yves Maele from the Democratic Republic of Congo. Thank you to all our panelists. Thank you for staying with us, ladies and gentlemen. Keep watching Global LTV to stay entertained and informed. Bye-bye.